RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne RTVE, en particulier de la rubrique magazine de Tonton Congo. Nous allons continuer la série de nos lectures. Aujourd'hui, on avait parlé la fois passée de l'huile de palme, ses constituants, tout ça, les bienfaits de l'huile de palme. Alors, on a parlé des vitamines qui sont contenues dans l'huile de palme, entre autres la vitamine D. Aujourd'hui, on va parler de la toxicité de vitamine D parce qu'on avait parlé la fois passée en long et en large des différentes formes de vitamine D. On a vu des calciférols, les calcitonol et d'autres substances un peu assimilées qui font tous partie de la vitamine D. Nous allons commencer la série de notre lecture. Donc, toxicité de vitamine D, page 136. Toxicité de vitamine D. La toxicité de la vitamine D est un phénomène relativement rare, mais potentiellement grave. Elle survient principalement par surcharge d'apports exogènes, par exemple supplémentation excessive, et pas par l'exposition au soleil ou l'alimentation. Donc l'alimentation, l'exposition au soleil ne provoque jamais l'hypervitaminose D. L'hypervitaminose D survient surtout à cause des apports supplémentaires dans les suppléments alimentaires. Les autres cas, c'est mal pris. Quand c'est pris trop abusivement, on aboutit à l'intoxication à la vitamine D. Donc, l'organisme régule naturellement la synthèse cutanée et l'absorption intestinale. De plusieurs formes de vitamine D, les deux principales impliquées dans la toxicité sont planche numéro 137, vitamine D2, vitamine D3, 25-OH-D calcidiol et 1,25-OD-D calcitriol. On va voir un peu les toxicités de chacun. Pour la vitamine D, pour la vitamine D2, ergocalciférol, non complet, c'est un dérivé végétal, origine aliments végétaux et suppléments alimentaires. Le rôle, il est moins efficace que la vitamine D3 utilisée dans certains traitements. Vitamine D3, cholécalciférol, c'est un dérivé animal. Il est synthétisé au niveau de la peau avec les UVB. Quand on mange les poissons gras, il y a beaucoup de vitamine D là-bas, et puis en supplément alimentaire. C'est la forme la plus active et la plus courante dans les suppléments alimentaires. Le 25-OH-D calcitriol, c'est un métabolite de la vitamine D dans le foie. C'est les formes de stockage dans le sang et c'est marqueur du statut en vitamine D. Quand on veut doser la vitamine D dans le laboratoire, on dose le 25-OH vitamine D ou bien calcidiol. Le 1,25-OH-D vitamine D calcitriol, c'est un métabolite de la vitamine D qui est issu du métabolisme de transformation de la vitamine D au niveau des reins. C'est une hormone active, elle régule le calcium et le phosphore. Elle est très puissante, mais elle est de courte durée. Planche numéro 138. La toxicité concerne surtout la vitamine D3 et D2 lorsqu'elles sont prises en dose élevée sur une longue période. Le calcitriol est beaucoup plus toxique à faible dose car c'est la forme hormonale active. Il est utilisé en thérapie. Exemple, insuffisance rénale avec une surveillance stricte. Il ne faut jamais prendre le calcitriol soi-même parce que un surdosage de 1 microgramme peut déjà provoquer des effets toxiques, c'est-à-dire la calcification des tissus mous. Planche numéro 139. La vitamine D augmente l'absorption intestinale du calcium et du phosphore et stimule la libération de calcium des os. Une surdose entraîne l'hypercalcémie, taux élevé de calcium dans le sang, hypercalciurie, excès de calcium dans les urines, dépôt de calcium dans les tissus mous, vaisseaux, reins, cœur, poumons. Cela peut causer des nausées, vomissements, perte d'appétit, faiblesse, fatigue, douleur osseuse, polyurie, c'est-à-dire trop d'urine, soif excessive, troubles rénaux, calculs rénaux, insuffisance rénale, calcification des artères, du myocarde, des poumons, troubles neurologiques, confusion, dépression, coma en cas extrême. Planche numéro 140, toxicité de la forme de la vitamine D. Ça, on avait déjà presque vu. Planche numéro 141, toxicité de vitamine D. La suite, seule la vitamine D3-D2 précurseur cause une intoxication par surdosage oral. Le calcitriol est directement actif, même 1 microgramme en trop peut provoquer une hypercalcémie sévère. Microgramme, c'est, vous avez 1 gramme, 1 milligramme, et puis 1 millionième de gramme, c'est 1 microgramme.
Il faut faire attention, certains suppléments hautement concentrés contiennent jusqu'à 50 000 unités par capsule. Une prise accidentelle ou une mauvaise utilisation peut être dangereuse. Planche numéro 142, seuil de toxicité. Dans les sérums, le 25-OHD, la valeur normale est de 30 à 100 mg par millilitre ou 75 à 250 nanomoles par litre. La valeur toxique, le 25-OHD dans le sérum, sa toxicité commence à partir de plus de 150 nanogrammes par millilitre. Nanogramme, c'est encore les 1 millième de microgramme. Donc la toxicité de sérum 20H5OHD commence à partir de 150 nanogrammes par millilitre ou plus de 375 nanomoles par litre. Apport quotidien recommandé 600 à 800 micro-unités internationales par jour pour l'adulte. La valeur toxique, c'est à partir de plus de 4000 unités par unité internationale par jour. C'est le seuil supérieur de tolérance. Pour la dose toxique probable, ça commence à partir de 10 000 unités par jour pendant plusieurs mois. Là, vraiment, on aborde les doses toxiques. Pour la dose mortelle estimée, à partir de 1 million d'unités internationales en une prise, ça peut causer la mort. Planche numéro 143. En particulier, les risques accrus sont dans l'insuffisance rénale, diminution de la dégradation du calcitriol et un risque accru d'hypercalcémie. Dans la sarcoïdose, lymphome, production extrarénale de calcitriol, ça entraîne l'hypercalcémie même avec taux normal de vitamine D3. Chez les enfants et les personnes âgées, la sensibilité est beaucoup plus accrue, donc le risque de toxicité est plus probable. Planche numéro 144. Conclusion, quelle forme est la plus toxique? Critères, à dose orale habituelle supplément. Vitamine D3 car la plus utilisée et la plus puissante. Donc, vitamine D3 est la plus utilisée et la plus puissante. Ça donne beaucoup plus d'intoxication par fréquence que les autres. À dose absolue, même faible, le calcitriol est beaucoup plus toxique que la vitamine D3. On a vu même 1 microgramme peut déjà provoquer des calcifications des tissus. Le calcitriol 1,25-OH2D 100 à 1000 fois plus toxique que la D3. Donc le calcitriol est 100 à 1000 fois plus toxique que la D3. Si le D3 est toxique à 1 microgramme, le calcitriol est toxique à 1000 fois inférieur à 1 microgramme. Risque le plus courant chez les consommateurs. Surdosage en D3 via complément non encadré. C'est quand on prend des compléments alimentaires sans contrôle médical, sans avis médical, on court un grand risque de s'intoxiquer à la vitamine D. On connaît les conséquences, c'est la calcification des tissus mous, on se transforme entièrement en os. Planche numéro 145. Recommandations pratiques. Ne pas dépasser 4000 unités internationales par jour sans suivi médical. Éviter les doses supérieures à 10 000 unités par jour, sauf sous contrôle biologique. Le taux de 25 OHD calciémie, il faut doser ça régulièrement dans le sang pour ne pas tomber dans l'intoxication par la vitamine D. Ne jamais prendre du calcitriol sans ordonnance. On a vu que c'est la forme la plus puissante. Un moindre surdosage peut provoquer des effets toxiques très graves. En cas de symptômes suspects, par exemple fatigue, soif, nausée, douleur osseuse, il faut faire analyser le taux de 25 OHD et de calcium sanguin. Planche numéro 146. En résumé, la vitamine D3 ou calciférol, cholécalciférol, parce que c'est fabriqué dans le foie, c'est la forme la plus courante dans les suppléments alimentaires et la forme la plus couramment impliquée dans les intoxications par surdosage. Mais le calcitriol, 1,25-OHD, vitamine D, métabolite rénal actif est bien plus toxique à faible dose. La toxicité est toujours liée à un excès d'apport exogène, jamais à l'exposition solaire ou à l'alimentation. On a déjà vu ça. Si vous envisagez une supplémentation importante, consultez toujours un professionnel de santé. Planche numéro 147. On avait vu, quand on a parlé des huiles de palme, il y a un dérivé là, l'huile de palme contient ce qu'on appelle le squalène. On va donner un peu quelques explications sur le squalène. Le squalène est un lipide naturel appartenant à la famille des triterpènes. Il est produit naturellement par le foie humain en tant qu'intermédiaire dans la synthèse du cholestérol et est aussi présent dans plusieurs sources végétales et animales, notamment dans l'huile d'olive, dans l'huile de foie de requin, dans l'huile de palme rouge, dans les germes de blé et dans l'amarante. Le squalène est précurseur direct du lanostérol,
qui est lui-même transformé en cholestérol. On a trouvé aussi que le cholestérol est un médicament qui donne un peu d'espoir dans le traitement médical de la cataracte. Parce que jusqu'à présent, le seul traitement de la cataracte, c'est l'opération. Mais il y a des médicaments comme la carnosine, l'anostérol qui donnent beaucoup d'espoir dans le traitement médical de la cataracte. C'est-à-dire, si ça marche bien, on pourra à la longue se passer de l'opération de la cataracte et soigner la cataracte médicalement. Planche numéro 148. Fonction et bienfaits du squalène. C'est un antioxydant puissant. Il protège les cellules contre les radicaux libres et le vieillissement. Il est hydratant naturel pour la peau. C'est un composant du sébum humain. Il maintient la souplesse et l'hydratation de la peau. Le rôle dans l'immunité, il est utilisé comme adjuvant dans certains vaccins pour stimuler la réponse immunitaire. Les effets cardiovasculaires et anti-inflammatoires du squalène, il est suspecté de réduire le stress oxydatif et l'inflammation. Donc c'est un produit qui est un peu utile pour la santé. Il est contenu dans l'huile de palme, on a vu, il est contenu dans l'huile de palme, dans l'huile d'olive, huile de foie de requin, huile de palme rouge, germe de blé et amarante. On revient à notre huile de palme dont on avait parlé dans les émissions passées. Les vertus nutritionnelles de l'huile de palme. Riche en vitamine A via les caroténoïdes. Les caroténoïdes contenus dans l'huile de palme rouge sont transformés en vitamine A dans l'organisme. Elle est essentielle, la vitamine A, les vertus de la vitamine A. Elle est essentielle pour la vision, la croissance et l'immunité. Elle aide à prévenir la cécité nocturne et infantile et les carences nutritionnelles, notamment chez les enfants dans les pays en développement. Parce que la vitamine A, ça intervient dans la vision, surtout la vision nocturne qui est beaucoup plus sensible à la perte, à la diminution de vitamine A. Donc quand on manque de vitamine A, on commence à avoir des difficultés à voir dans l'obscurité. Il y a d'autres maladies aussi qui provoquent ces mêmes symptômes, par exemple la rétine pigmentaire, on voit difficilement dans l'obscurité pendant que les autres circulent librement, facilement dans l'obscurité. Vous, si vous êtes atteint de cette cécité à l'obscurité, vous allez cogner les meubles sans savoir parce que vous ne les avez pas vus. Donc, apport à vitamine E, toujours revenant à notre vitamine A, dans notre huile de palme, apport à vitamine E, tocotrienol, donc ça, un apport à vitamine A via les caroténoïdes, ça apporte la vitamine E, les tocotrienol, les propriétés antioxydantes puissantes, protection des cellules contre les radicaux libres, soutient le système immunitaire et la santé cutanée. Source d'énergie. L'huile de palme est une source d'énergie très calorique, 900 kilocalories par 100 grammes. Elle fournit une énergie importante, utile dans les régimes alimentaires pauvres en calories et pour les populations à besoins élevés. Par exemple, les travailleurs physiques, les enfants en croissance. Ils ont besoin de beaucoup d'huile de palme pour grandir sainement. Planche numéro 150, l'huile de palme fuite. Les vertus sanitaires et les bienfaits de l'huile de palme. Bienfaits potentiels. Prévention de la carence en vitamine A, effet antioxydant grâce à la vitamine E, régulation du cholestérol. Les tocotrienols peuvent inhiber la synthèse du cholestérol. Planche numéro 151, usage culinaire de l'huile de palme. La cuisine traditionnelle, très utilisée en Afrique, Asie du Sud-Est et Amérique latine, elle donne une saveur forte, une couleur rouge orangée et une texture riche au plat. Elle a une stabilité importante à la cuisson, c'est-à-dire qu'elle résiste jusqu'à des températures de 230 degrés, alors que toutes les huiles, par exemple les huiles d'olive qui sont bien prestigieuses là, mais ce sont des huiles qui doivent être huile d'olive, huile de tournesol et des autres huiles là, sont des huiles qui ne doivent pas être utilisées à chaud, il faut les utiliser presque à froid. S'il faut les utiliser à chaud, c'est peut-être pour faire les omelettes. Quand on les a chauffées à partir d'une certaine température qui ne doit pas être très élevée, on peut mettre les omelettes. Quand on doit faire des grandes cuisines qui demandent beaucoup de chaleur, il ne faut pas utiliser les huiles raffinées là, il faut donner préférence à l'huile de palme qui est plus stable. Une huile de palme, une huile qui est facilement hydrogénée comme les autres huiles d'olive et tout ça, quand on les utilise à forte température, elles s'hydrogènent et puis elles deviennent cancérigènes et athérogènes, c'est-à-dire ça devient des substances qui rendent les vaisseaux très durs et ça provoque l'athérosclérose, c'est-à-dire que les vaisseaux ne se dilatent plus, ça devient rigide et puis ça diminue la passation des substances, l'oxygène, les nutriments dans les tissus et le passage de CO2 et de l'autre toxiques métaboliques des tissus vers le sang pour être éliminés. Donc, l'huile de palme est stable à la cuisson, bonne résistance à la chaleur,
point de fumée élevé, 230 degrés. Elle convient pour la friture et les sautés. Exemple de plat. La RDC, on l'utilise dans le maboke et le pondu. En Côte d'Ivoire, on l'utilise dans le sauce graine. En Nigeria, on l'utilise à egusi soupe. Au Brésil, on l'utilise dans mukeka et dans les acarajé. Planche 152. Vertu diététique suite. Modérément bénéfique dans un régime équilibré, idéal en complément d'autres huiles, arachide, olive, colza. Entre parenthèses, il ne faut jamais utiliser une huile seule. Par exemple, toujours huile de colza, toujours huile d'olive, toujours huile de tournesol. Il faut toujours mélanger. Même quand tu utilises l'huile de palme, malgré ses vertus, il faut toujours soit mélanger avec d'autres huiles, soit utiliser alternativement. Aujourd'hui, vous utilisez telle huile, d'autres utilisez. Bien sûr que l'huile de palme est un peu privilégiée parce que ça contient beaucoup plus de vertus que les autres. Donc, modérément bénéfique dans un régime équilibré, idéal en complément d'autres huiles, arachide, olive, colza, pour varier les apports en acides gras. Elle peut être utilisée chez les enfants et les femmes enceintes pour prévenir la carence en vitamine A. Des gens qui utilisent l'huile de palme souvent n'ont pas de problème de vitamine A. Et dans les zones où on utilise l'huile de palme, il n'y a jamais de carence en vitamine A parce que l'huile de palme apporte beaucoup de caroténoïdes qui se convertissent en vitamine A. Chaque molécule de caroténoïdes se convertit produit deux molécules de vitamine A. Et avec la caroténoïde, il n'y a pas d'intoxication parce que quand on prend la vitamine A toute seule, directement, il y a des risques de toxicité. Dépasser une certaine dose, ça devient toxique et ça peut entraîner même la mort. Or, avec les caroténoïdes, quand le taux de vitamine A qui est nécessaire pour l'organisme est atteint, l'organisme cesse la conversion des caroténoïdes en vitamine A et il n'y a jamais de risque de surdosage avec la vitamine A quand on consomme des caroténoïdes. Donc il faut donner préférence à la vitamine A des huiles de palme au lieu d'utiliser la vitamine A dans les sachets pharmaceutiques. À consommer avec modération l'huile de palme en raison de sa richesse en graisses saturées. Comme pour toute huile, pas recommandée comme unique source de lipides à long terme. On a déjà dit ça qu'il faut toujours mélanger les huiles, que ce soit l'huile d'olive, l'huile de tournesol, n'importe quelle huile. Il ne faut jamais utiliser la même huile pendant indéfiniment. Les usages culinaires de l'huile de palme. Utilisée dans les sauces, fritures, grillades, soupes et plats mijotés, c'est-à-dire les cuisines qui nécessitent des températures très élevées. Là, c'est idéal d'utiliser l'huile de palme. Ça donne une belle couleur rouge, une saveur prononcée et une bonne stabilité à la cuisson. Elle est fréquemment utilisée en Afrique, dans les pondus, les sauces graines, dans les ndolé, au Brésil, mukeka, en Asie, curry égale sauce. Souvent, on confond curry avec curcuma. Il y a curcuma qui est un puissant antioxydant et un médicament qui guérit un peu beaucoup de choses. Curry, ça signifie sauce. Et c'est un terme qui est utilisé un peu dans tous les domaines. On va voir par la suite ici. Dans l'informatique aussi, on utilise le terme curry, mais pour autre chose. On va voir un peu ce que le curry signifie en général. Clarification des termes curry. Le curry ou atamoul kari, ça désigne une sauce. Page numéro 154. Ça désigne une sauce épicée ou un plat cuisiné avec des épices. Par exemple, viande, légumes, riz, etc. C'est un plat, pas une épice. Curry, c'est un plat et pas une épice. C'est la sauce. Le curcuma en latin, curcuma lui-même issu du persan curcum, en anglais turmeric, c'est une plante rhizome. Curcuma, rhizome, ce sont des plantes qui donnent des histoires comme les maniocs et tout ça. Donc c'est une plante rhizome, curcuma longa, dont on utilise la poudre jaune comme épice. Elle donne la couleur caractéristique au plat. Curry powder, donc la poudre de curry. C'est une invention britannique du XVIIIe siècle. C'est un mélange d'épices contenant souvent du curcuma, mais aussi du cumin, coriandre, fenugrec, piment, etc. Donc, le curry powder est constitué de curcuma, cumin, coriandre, beaucoup d'épices. Créé pour imiter les saveurs indiennes en Europe. Donc, le curry powder, c'est parce qu'il y a des gens qui préfèrent les repas indiens. Alors, il y a des épices curry powder là qui permet d'obtenir cette saveur là en utilisant le curry powder. Planche numéro 155. Le curry, on avait vu que, page 155, on avait vu que le terme curry est un terme qui est un peu utilisé dans beaucoup de domaines. En informatique aussi, on l'utilise
mais pour désigner autre chose. Attention, ne confondez pas query qui est source et carrying qui est une technique consistant à transformer une fonction qui prend plusieurs arguments en une suite de fonctions, chacune prenant un seul argument. Le querying est très utilisé en informatique dans les bibliothèques fonctionnelles comme Lambda ou Lodash FP pour permettre une programmation plus déclarative et modulaire. Une fonction add ABC par exemple devient add ABC. Au lieu de mettre tous les arguments en fil à la chaîne comme ça, à l'appel de la fonction, on appelle la fonction chaque paramètre, chaque argument est appelé séparément. Par exemple, le add A, on envoie d'abord l'argument A, et puis on envoie l'argument B, et puis on envoie l'argument C dans le nouvel, dans le, comment dirais-je, dans l'espace de fonction qu'on a appelé. Planche numéro 156, ici c'est l'exemple de l'utilisation des queries en informatique. Ce n'est pas les queries qu'on a vu là qui signifient chose. Ça c'est un petit programme qu'on va expliquer. Ce programme script, c'est-à-dire JavaScript, tout ça. Ici c'est JavaScript. Le use strict là, ça signifie qu'il faut être très rigoureux avec la syntaxe. On définit une fonction add avec le premier paramètre A. Cette fonction, ça retourne une fonction qui reçoit un paramètre B. Et la fonction qui reçoit le paramètre B elle-même retourne une fonction qui prend le paramètre C. Et cette fonction qui prend le paramètre C elle-même retourne encore maintenant la somme de tous les paramètres qu'on a envoyés. On a vu là, on a fait add, entre parenthèses A, entre parenthèses B, entre parenthèses C. Tous ces paramètres ont été conservés dans l'environnement lexical de la fonction qu'on a appelée et ils sont appelés à tour de rôle. Donc là-bas, par exemple, quand on fait return A plus B plus C, le programme là, ça prend la première valeur de A, il additionne avec la première valeur B, et puis il additionne avec la première valeur de C. Il retourne de la fonction qui prend le paramètre C, qui elle-même retourne la réponse à la fonction qui prend le paramètre B, qui elle-même remonte encore, retourne cette réponse-là à la fonction qui prend la valeur A, c'est-à-dire la fonction add qu'on a appelée. L'utilisation de cette fonction qu'on a décrite ci haut, par exemple, on définit une variable constante result. On appelle add, c'est-à-dire la fonction qui est définie en haut, la voilà, function add A. On appelle add avec le premier paramètre D, le deuxième paramètre 3, le troisième paramètre B. Et l'exécution de cette fonction qui est en haut là, ça donne la réponse 9. Quand vous faites par exemple console log de cette fonction là, console log add, tout ça, vous voyez, ça donne les résultats, c'est-à-dire le résultat qu'on a eu si haut, result égale add 2, 3, 4. Donc la fonction va afficher 9 comme indiqué en bas là-bas. Voyons les valeurs des paramètres de ces fonctions anonymes. La même fonction, on a ajouté quelques histoires après pour voir ce que représente chaque paramètre. Par exemple, dans la même fonction là, on a ajouté console log A, c'est-à-dire afficher la valeur de A, de l'argument paramètre A. Après, à la fonction qui prend l'argument B, on fait console log, c'est-à-dire afficher la valeur de A et de B. À la fonction qui prend la valeur C, on ajoute l'instruction console log ABC, c'est-à-dire afficher la valeur de A, B, C. Quand on est au niveau de la fonction qui prend la valeur A, c'est-à-dire la fonction AD, vous voyez, la valeur de A est 2. On verra ça plus loin, ce 2-là vient d'où. Quand on est au niveau de la fonction qui prend la valeur B, quand on veut afficher la valeur de l'argument A et B, vous voyez que la valeur A et 2, les deux sont affichés. L'argument A est dans la fonction A qui a été appelée et l'argument B, c'est dans la fonction que retourne la fonction add. La fonction B retourne aussi la fonction C. Vous voyez, quand on fait log ABC, ça donne 2, 3, 4. Le return ABC, A plus B plus C, ça donne l'addition de 2, 3 et 4, ce qui fait 6 plus 3, 9. Donc, l'utilisation de cette fonction qui est en haut, c'est comme on avait vu là-bas. On fait add, premier argument 2, deuxième argument 3, troisième argument A. Tous ces arguments sont envoyés dans l'environnement lexical de la fonction qui est appelée, c'est-à-dire la fonction add. Quand la fonction add exécute, il prend d'abord la valeur A, et puis après, quand il entre dans la fonction qui prend la valeur B, il prend maintenant le paramètre, deuxième paramètre de 3, et puis quand il va dans la fonction qui prend l'argument C, il prend maintenant la fonction 4 qui est appelée avec le programme. Quand on fait const, c'est-à-dire constance, c'est pour indiquer une variable constante. On décrit là une valeur constante, c'est-à-dire dont la valeur ne va pas changer par la suite.
il appelle la fonction add avec la fonction, avec l'argument 2, vous voyez, 2 est entre parenthèses, l'argument 3, 3 est entre parenthèses, l'argument 4, 4 est entre parenthèses. Ce sont 3 arguments qui sont envoyés dans la fonction, à la fonction add. Et la fonction add additionne les 3 valeurs a plus b plus c pour faire 2 plus 3 plus 4. Donc, à la fin, là, vous voyez l'instruction console log add 2, 3, 4, ça affiche les résultats. Le résultat, c'est 9. Quand vous faites 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. Planche numéro 158. Ici, on améliore encore un peu la fonction. La fonction add A. Là, ça retourne le B. C'est un peu, là, c'est la même structure qu'on avait vu avant. On peut aussi stocker des parties de la fonction. Par exemple, ici, on définit la fonction, la variable add2 qui appelle la valeur add avec l'argument 2. C'est la même fonction qu'on avait vu ici, c'est une autre façon d'écrire ça. On définit encore une autre variable add2n3 qui appelle la fonction add2 qu'on vient de définir là-dedans avec l'argument 3. La constante res égale add2n3. Il appelle donc la fonction qui est au-dessus d'elle add2n3 avec l'argument 4. Tous ces arguments-là, donc la dernière ligne appelle la fonction add2n3, elle-même qui appelle la variable 2, add2, elle-même qui appelle la valeur add. Donc, leurs arguments-là sont envoyés dans l'environnement lexical de la fonction add et qui les appelle l'un après l'autre. À partir de add, il prend la valeur, le premier argument 2, et puis quand ça entre dans la fonction qui retourne qui utilise le paramètre b, il prend la valeur de la du deuxième appel. Quand il entre dans la fonction qui utilise la variable c, il prend la variable, le paramètre qui est envoyé à partir de add2n3. Quand on fait console log add2n3, c'est-à-dire le dernier appel de fonction, il prend maintenant le résultat, il affiche avec le résultat, vous voyez qu'il donne le résultat 9. Donc il fait l'addition add a plus 3. Ça c'est les queries en informatique. On continue un peu. Les versions plus élégantes avec les fonctions fléchées. Là on a utilisé les fonctions, on appelle ça expression des fonctions. Donc maintenant ici, ce sont des fonctions classiques. Ici on utilise maintenant ce qu'on appelle fonctions fléchées, qui sont utilisées à partir de JavaScript fonction, version 6. Donc la fonction c'est les add. On met ça comme constante. Constante add, c'est une fonction qui prend la valeur variable a, qui appelle une fonction qui prend la valeur b, qui appelle une fonction qui appelle la valeur c, et à la suite ça additionne a plus b plus c. Donc quand on appelle console log add, c'est le même principe qu'on avait fait avant. Vous voyez que ça donne le même résultat 9 que les fonctions ordinaires. C'est beaucoup plus concis et typique du style fonctionnel en JavaScript. C'est-à-dire on parle de programmation fonctionnelle, c'est-à-dire que tout est exprimé dans une fonction. Planche numéro 160, version plus élégante avec les fonctions fléchées en brisant les lignes. Vous voyez, c'est la même fonction qu'on a utilisée avant, mais ici on brise les lignes. Au lieu de mettre tout sur une même ligne, la variable A est dans sa ligne, la variable B est dans sa ligne, la variable C dans sa ligne. Et c'est beaucoup plus concis et typique du style fonctionnel en JavaScript. Planche numéro 161. Version plus élégante encore, tout ça en brisant toujours les lignes. Maintenant, à chaque variable là, on ajoute la fonction, l'instruction des console log A pour afficher les paramètres reçus. On avait vu que quand on appelle une fonction dans le système de querying, on envoie tous les paramètres dans la fonction qui est appelée, qui les garde dans son environnement qu'on appelle environnement lexical, c'est-à-dire ces fonctions sont stockées là-bas et sont récupérées une après l'autre. Par exemple, là, on demande, après la variable A, on demande d'afficher sa valeur, il donne 2. Après la valeur B, il affiche 2, 3, AB. Après la valeur C, il affiche ABC, c'est-à-dire variable 2, 3 et 4. Planche numéro 162. Maintenant, l'utilité de querying en JavaScript, dans les fonctions qui utilisent cette technique de programmation. Il y a aussi, parce qu'en JavaScript, il n'y a pas de ce qu'on appelle en langage C les variables statiques. C'est-à-dire, les variables statiques, c'est quoi? Ce sont des variables qui sont contenues, c'est une variable locale. Une variable locale, dès que la fonction se termine, cette variable est effacée, oubliée, disparue dans la mémoire. Mais, alors, on peut utiliser plusieurs fois, appeler cette fonction-là plusieurs fois et avoir besoin
d'avoir la dernière valeur que une variable statique contenue dans cette variable possédée. Donc, à ce moment, il faut créer vous-même votre variable statique. C'est ce qu'on fait avec la fonction carrying, la fonction query. Par exemple, la fonction statique var avec un paramètre p. On décrit une variable statique var qui prend la valeur qu'on envoie à cette valeur p. Après cette valeur, cette fonction va retourner une fonction p2 qui va calculer elle-même, qui va retourner en calculant la valeur qui donne la valeur à la valeur statique var. Il additionne avec le paramètre p2 qu'on envoie à partir de l'appel de la fonction p2. On appelle donc la fonction statique var en créant une première variable statique. On appelle donc la fonction statique var avec la valeur 0. Donc, S var, qui est la variable statique, prendra la valeur 0. On appelle encore une deuxième variable statique, statique var, avec la fonction statique var, mais avec une valeur de départ qui est 10. On appelle maintenant, on a créé là donc, au premier statique var, on a créé une fonction qui appelle la fonction qui est définie dans le statique var, c'est-à-dire la fonction qui prend comme valeur le paramètre P2 et qui retourne une valeur, le statique var, c'est la valeur actuellement dans la variable statique à laquelle on additionne la valeur qu'on envoie à l'appel de la fonction, deuxième fonction laquelle dans le premier statique var ou dans le deuxième statique var. On commence. On fait par exemple console log, premier statique var 1. On a déjà appelé premier statique var 1 avec la valeur 0, donc la valeur de S var est 0. On additionne avec 1, donc 0 plus 1, ça donne 1. On l'appelle encore premier statique var, maintenant avec le paramètre 7. Le S var a changé de valeur, mais il est toujours existant. Donc, sa valeur actuelle qui était de 1, vous voyez la première ligne là, c'est la valeur en cours de la valeur S var. On l'additionne avec 7, ça donne 8. Maintenant, on prend la deuxième valeur statique qu'on appelle avec la valeur 3. Or, la valeur S statique var, la deuxième statique var, on a défini la valeur initiale par 10. Donc, quand on l'appelle avec le paramètre 3, il additionne le 3 à la variable statique là qui est contenue dans le statique var. On additionne le 3 plus le 10, là, ça donne le 13. Maintenant, on appelle encore le premier statique var. Sa dernière valeur était 8. On appelle avec la statique var le paramètre 6. Le 6, donc le S var plus P2, ça s'additionne. Le 6 plus le 8 s'additionne, ça donne 14. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons vu là qu'on a créé une variable statique, c'est-à-dire une valeur qui ne perd pas sa valeur, même quand la fonction finit son exécution. La valeur contenue dans les statiques var là, les variables statiques, ces valeurs-là sont conservées même si la fonction est terminée. Donc, parce que l'environnement lexical de cette fonction est conservé, c'est-à-dire tous ces paramètres et tout ça qui sont locaux, ils restent toujours accessibles. Planche numéro 163. Pourquoi le querying à JavaScript est utile? Elle permet la réutilisabilité. Tu peux créer des fonctions spécialisées à partir d'une fonction générique. Elle facilite la composabilité, c'est-à-dire facile à combiner avec d'autres fonctions. Ça facilite donc, en général, ça facilite la programmation, les processus de programmation pour faire des programmes rapides et un peu plus facilement pour éviter de réécrire toujours les mêmes codes. Planche numéro 164, on revient à nos huiles de palme. Toutes les huiles sont dangereuses. On commence par prouver avec l'huile d'olive qui est toujours considérée comme l'huile idéale. Les dangers liés à la surconsommation de l'huile d'olive. Apport calorique élevé. L'huile d'olive contient environ 900 kcal pour 100 grammes comme toutes les huiles. Une consommation excessive peut favoriser la prise de poids, surtout dans un régime déjà riche en lipides. Alors que les huiles d'olive sont conseillées dans les régimes amaigrissants. Vous voyez que quand on l'utilise trop, on peut, au lieu d'obtenir le résultat cherché, c'est-à-dire l'amaigrissement, on peut tomber dans le surpoids alors qu'on cherche la perte de poids. L'huile d'olive, ça a aussi un effet laxatif en grande quantité, plusieurs cuillerées d'un coup. Elle peut avoir un effet laxatif comme l'huile de ricin qu'on utilisait dans le passé, mais on n'utilise plus parce que c'est une huile drastique qui peut provoquer des crampes abdominales, des diarrhées abondantes, des déshydratations et des troubles hydroélectriques, c'est-à-dire que les ions dans l'organisme peuvent être éliminés et avoir un déficit des ions dans l'organisme. Planche numéro 165.
Les dangers liés à une mauvaise utilisation de l'huile d'olive. Cuisson à trop haute température, on avait vu ça, que ce sont des huiles qui ne supportent pas des températures trop élevées. Le point de fumée, c'est la température à partir de laquelle l'huile commence à se transformer en fumée, à s'évaporer. Le point de fumée de l'huile d'olive vierge extra est autour de 190 à 210 degrés. Si elle est chauffée au-delà de cette température, elle peut se dégrader, perdre ses antioxydants, libérer des composants toxiques, comme vous l'avez vu, comme les aldéhydes qui sont des composants cancérigènes. Pour la friture, il vaut mieux utiliser les huiles plus stables comme l'huile de palme, d'arachide raffinée ou de l'huile d'olive raffinée qui supportent mieux la chaleur. Planche numéro 166. Usage externe de l'huile de ricin. On avait vu que l'huile de ricin était abandonnée. Maintenant, elle est seulement utilisée pour des usages externes. Pour les soins de la peau, c'est un émollient hydratant cicatrisant utilisé contre les gerçures, les vergetures et les eczémas. Soins des cheveux, renforce les pointes, lutte contre les pellicules en masque capillaire. Capillaire, c'est en relatif avec les cheveux ou les poils. Massage et kinésithérapie, utilisé en aromathérapie pour ses effets anti-inflammatoires locaux. En cosmétique, ingrédients dans certains savons, crèmes, shampoings. Planche numéro 167, point de fumée des huiles alimentaires, des différentes huiles alimentaires. Huile, point de fumée approximatif et commandé. Le beurre commence à s'évaporer, à sortir de la fumée, à 120 à 150 degrés, déconseillé pour les fritures. Huile de lin non raffinée, le point de fumée est 107 degrés, très fragile, à utiliser exclusivement à froid. Huile de noix non raffinée, point de fumée à 160 degrés, bonne pour assaisonnement, non adapté à la cuisson. Huile d'olive vierge extra, point de fumée 190 à 210 degrés, bonne pour cuisson douce, sauteuse. Planche suivante, point de fumée des huiles raffinées. Suite, les huiles vierges ou non raffinées ont des points de fumée plus bas, idéal à froid ou à feu doux. Point de fumée plus bas ne veut pas dire que c'est l'idéal. Point de fumée plus bas, c'est-à-dire que ça commence à fumer à partir de températures plus basses. Et c'est-à-dire qu'ils sont très sensibles, très fragiles. Les huiles raffinées et traitées industriellement ont des points de fumée plus élevés, adaptés à la friture. Pour préserver les qualités nutritionnelles, évitez de faire fumer l'huile car cela génère des composés toxiques, des aldéhydes, des chlordéhydes. On a vu que ce sont des produits, des substances qui peuvent provoquer des cancers et des artérioscléroses, c'est-à-dire le durcissement des vaisseaux. Et puis les vaisseaux ne peuvent plus faire l'échange gazeux et des échanges nutritionnels. Planche numéro 169, point de fumée des huiles alimentaires 3. Huile de sésame non raffinée, point de fumée 167 degrés, bonne pour cuisson douce, parfum prononcé. Huile de tournesol non raffinée, point de fumée 160 à 170 degrés, fragile à ne pas surchauffer. Huile de coco vierge à 167 degrés, 175 degrés à 180 degrés comme point de fumée. Stable, idéal pour la cuisson modérée. Huile de colza vierge à point de fusion 160-180 degrés, bonne à froid ou cuisson légère. Huile d'arachide raffinée, point de cuisson à partir de 225 à 230 degrés centigrades. Excellente pour la friture. Planche numéro 170, point de fumée suite. Huile de maïs raffinée, point de cuisson 230 degrés, bonne pour la friture. Huile de tournesol raffinée 225 à 230 degrés, très utilisée pour friture industrielle. Huile de palme rouge 230 à 240 degrés, c'est l'huile qui a le point de fumée le plus élevé, à part l'huile de J, qui est le beurre clarifié. Huile de palme d'homme rouge, 230 à 240 degrés, très stable à la chaleur, idéale pour la friture. Huile de soja raffinée, 230 degrés, comme point de sublimation, point de fumée. Donc, bonne stabilité thermique. Le J, beurre clarifié, point de fumée 250 degrés, très stable, excellent pour cuisson à haute température. Maintenant, on a vu l'huile de palme. Maintenant, on va parler de la moimbe comme autre aliment dans les régimes africains. La moimbe, c'est planche 171. La moimbe ou sauce à la pâte d'arachide et huile de palme et plus largement la palme, huile rouge, pulpe ou noix est à la fois un ingrédient phare de la cuisine congolaise et un aliment aux propriétés nutritionnelles intéressantes à condition d'être consommé avec modération. Si après une vue détaillée organisée en 3 volets sanitaires, culinaires et diététiques. Planche numéro 172. Vertus sanitaires de la moimbe.
L'huile de palme rouge non raffinée et la sauce Mwambe peuvent apporter riche en caroténoïdes pour vitamine A, bon pour la vision, la peau et le système immunitaire, source de vitamine E, tocopherol, antioxydants puissants, protection des cellules contre les vieillissements et certains dommages oxydatifs. Les acides gras nécessaires, apport d'énergie et soutien des fonctions hormonales. Planche numéro 173. Les vertus sanitaires de la Mwambe suite. La Mwambe contient des minéraux. Dans la sauce Mwambe à l'arachide, ça contient du magnésium, du potassium, du phosphore, bénéfique pour les os, le cœur et les muscles. Ça contient des protéines végétales de l'arachide qui contribuent à la réparation et à la croissance des tissus. Potentiel protecteur contre certaines carences en vitamine A, notamment surtout dans les régions où l'alimentation est limitée en produits animaux. Attention à la Mwambe, l'huile de palme est riche en acides gras saturés. Un excès peut augmenter le risque de troubles cardiovasculaires, surtout si elle est mal équilibrée par d'autres graisses plus insaturées, l'huile de soja, huile d'arachide et huile de tournesol. On va voir la prochaine fois les vertus de la Mwambe, les vertus culinaires de la Mwambe. On va ça la prochaine fois parce que le chronomètre nous indique déjà que le temps imparti de 45 minutes est déjà révolu. Alors, nous vous remercions d'avoir suivi l'émission et nous espérons surtout que vous avez bien suivi, que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, faites des remarques pour que nous essayons de modifier, d'améliorer un peu notre façon de présenter. Et ceux qui ont des sujets à présenter aussi, c'est un magazine, tout le monde a accès, ceux qui ont leur sujet à présenter, par exemple quelqu'un qui sait balayer les rues, quelqu'un qui sait comment protéger les rues pour qu'il n'y ait pas de trous, quelqu'un qui sait comment préparer, je sais pas, les héros et tout ça. S'il a des recettes, ce n'est pas une émission seulement médicale, c'est l'émission partage de toutes les connaissances, tout ce qui est technique, sauf la politique et la vie, les danses et tout ça, non. Si quelqu'un a des sujets intéressants, il peut venir, comme ça on peut le recevoir et qu'il nous parle de ce qu'il connaît, ce qu'il peut partager. Nous vous remercions d'avoir suivi et nous invitons à suivre nos prochaines émissions. Nous passons en direct tous les mardis et jeudis à partir de 10h et la rédiffussion c'est à partir de... La rédiffussion c'est mercredi et dimanche et à 18h je pense, je ne connais pas les heures de rediffusion mais c'est mercredi et dimanche. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous invitons à la prochaine rencontre. Nous disons ciao, au revoir, toutes les bonnes choses à vous. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation.